ولن نساوم على الحق أو الثوابت. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Pour protester contre une grille des salaires qu'ils jugent injuste, les enseignants du technique seront en grève jusqu'au 15 mars, jour de la prochaine séance plénière du Parlement, annonce faite après leur rencontre ce matin avec le ministre de l'Éducation dont ils saluent les prises de position. Poignée de main à Moscou entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. La Syrie est au cœur des discussions. Au menu de cette rencontre, l'offensive prochaine de Raqqa et le très sensible sujet de la place des Kurdes dans l'après-conflit. Son mandat devait s'achever en février 2018. Le Parlement puis les juges constitutionnels en ont décidé autrement. Mise en cause dans une affaire d'influence, la présidente sud-coréenne a finalement été destituée. L'adoption de la grille des salaires par les commissions parlementaires n'a pas convaincu les professeurs. Les enseignants du technique ont annoncé un mouvement de grève jusqu'au 15 mars, jour de la prochaine séance plénière du Parlement. Dans un communiqué, ils dénoncent une échelle injuste. Les mêmes réserves ont été exprimées hier par le ministre de l'Éducation, Marwan Ahmadeh, qui a dénoncé la marginalisation des professeurs par rapport aux militaires et aux fonctionnaires. Des prises de position saluées par les enseignants qui ont été reçues en matinée par le ministre. Des affrontements armés ont eu lieu en début d'après-midi à proximité du camp de Bourj el-Brajneh dans la banlieue sud de Beyrouth. Ils ont opposé des Palestiniens à des membres de la famille Jafar. Leur cause reste floue. Les accrochages ont débuté dans le quartier de Joura pour s'étendre à celui de Saker. Des tirs de snipers ont également visé une route menant à une boulangerie. Les habitants ont appelé l'armée à intervenir afin de mettre un terme au combat. Au lendemain de sa nomination à la tête de l'armée, le nouveau commandant en chef de la troupe, le général Joseph Aoun, a donné son premier ordre du jour. Il s'est adressé aux militaires, leur demandant d'être prêts à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Joseph Aoun a succédé hier à Jean Kawaji. La présidente estonienne est en visite au Liban. Kerstikal Jouled a été reçue par son homologue libanais au palais de Babda. Michel Aoun a remercié son invité pour la participation du contingent estonien à la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud. La dirigeante avait ensuite rendez-vous avec le Premier ministre Saad Hariri. Les forces irakiennes sont près du but à Mossoul. Nos confrères de France 24 ont suivi leur progression vers la vieille ville. Depuis un poste avancé, ils ont vu la désormais fameuse mosquée d'Al-Nourid où al-Baghdadi avait proclamé son califat. Reportage de Mathieu Mabin et Gallagher Fenwick. Dans la mythologie du prétendu État islamique, ce minaret a scellé l'acte de naissance du califat. Aujourd'hui, il est à portée de tir. Ça, c'est la mosquée d'Abou Bakr el-Baghdadi. On est juste à côté. C'est la mosquée où il a fait son fameux prêche. On est vraiment proche maintenant. Là, voilà la vieille ville. La mosquée Al-Nouri, le minaret bossu, comme l'appellent les habitants de Mossoul. Elle domine la vieille ville, où est retranché le dernier carré des irréductibles de Daesh. Ce sont les snipers de Daesh qui nous tirent dessus. Ils ont repéré notre position dès qu'on est arrivé. Ça, c'est à eux. On leur a pris. Avant de s'engager à pied dans les ruelles étroites, l'aviation et l'artillerie ont commencé leur travail de harcèlement. On va les traquer jusqu'au bout. On les poursuivra jusqu'en Syrie. On va en finir avec eux. La Syrie n'est pas pour aujourd'hui. Mais à Mossoul, l'effondrement de l'organisation État islamique n'est plus qu'une question de temps. La mosquée où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son soi-disant califat n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Mais dans cette guerre qui oppose les forces de sécurité irakiennes aux combattants de l'organisation État islamique, la distance n'est rien. Seule la détermination des défenseurs de la vieille ville déterminera la durée du conflit.
Dans le pays voisin, l'offensive se prépare contre Raqqa. Le fief syrien de l'EI, sa reprise est d'une importance cruciale pour les nombreuses forces en présence en Syrie. Recep Tayyip Erdogan se rend dans cette perspective aujourd'hui à Moscou pour chercher un soutien russe. Plusieurs points sensibles doivent être évoqués durant cette visite, le départ ou non de Bachar el-Assad, mais aussi la place des Kurdes dans la transition politique du pays. Le président turc va tenter de convaincre Vladimir Poutine de laisser à Ankara le contrôle de la région frontalière avec la Syrie. Leur rencontre en août dernier avait été l'occasion de renouer le fil d'une relation diplomatique qui a toujours été compliquée. En novembre 2015, lorsque les forces turques abattent un chasseur russe à la frontière turco-syrienne, une crise sans précédent éclate entre les deux pays. Mais pragmatiques, ils ont fini par se rapprocher. L'assassinat de l'ambassadeur de Russie à Ankara par un policier turc radicalisé n'a pas interrompu ce rapprochement. La Syrie, c'est le dossier principal pour la Russie et la Turquie. Le rapprochement remarqué entre les deux pays, qui s'est produit l'an dernier après une crise très dangereuse, montre que les deux parties comprennent l'importance de coopérer, ou tout au moins la nécessité d'éviter les dommages mutuels. Un rapprochement entre Moscou, allié du régime de Damas, et Ankara, qui soutient les insurgés, n'était pourtant pas écrit d'avance et des questions restent en suspens. La question de savoir si Bachar al-Assad doit se retirer n'a pas été tranchée. Autre point sensible, le Parti démocratique kurde, qui est un sujet délicat pour la Turquie. Il n'y a pas longtemps, les Russes ont appelé les Kurdes pour les rencontrer. Épreuve du rapprochement turco-russe, parallèlement pour parler de paix sous l'égide de l'ONU à Genève, la Russie et la Turquie parrainent des négociations sur la Syrie à Astana au Kazakhstan. Et puis l'ONU accuse les forces de sécurité turques de graves violations contre les rebelles kurdes. Un premier rapport du Haut-Commissariat onusien aux droits de l'homme évoque des destructions massives et des meurtres commis entre juillet 2015 et décembre 2016 dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. L'agence estime entre 355 000 et 500 000 le nombre de déplacés. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. En France, François Hollande met Lafarge-Holcim en garde. Le cimentier franco-suisse a indiqué être prêt à vendre son ciment pour construire le mur anti-clandestin promis par Donald Trump. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est sujette à polémique. Elle est déjà pointée du doigt pour avoir vendu indirectement du ciment au groupe État islamique. La politique migratoire de Donald Trump est vivement contestée par les géants de la Silicon Valley. Mais pour d'autres entreprises, les affaires restent les affaires. C'est le cas du cimentier Lafarge-Holcim qui se dit prêt à participer à la construction du mur anti-clandestin voulu par le président américain à la frontière avec le Mexique. Dans un entretien accordé à l'AFP cette semaine, le PDG du groupe franco-suisse n'y allait pas par quatre chemins. Nous sommes prêts à fournir nos matériaux de construction pour tout type de projet d'infrastructure aux États-Unis. Nous n'avons pas d'opinion politique. Pas d'opinion politique, surtout quand le contrat frontalier peut signifier l'accès aux gigantesques investissements prévus par la nouvelle administration américaine. Donald Trump devrait annoncer prochainement un programme de 1 000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures de son pays. Le gâteau en fait saliver plus d'un. François Hollande, lui, semblait jeudi plutôt réticent à voir un groupe français participer à la politique de fermeture des frontières américaines. Sur Lafarge, je pense qu'il y a des marchés sur lesquels il faut être prudent avant de déclarer sa candidature là aussi. Plus tôt dans la journée, c'était son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui appelait Lafarge-Holcim à se soucier des conséquences d'un tel marché. D'autant que le cimentier est déjà dans l'œil du cyclone depuis l'année dernière et la révélation de versements d'argent à des groupes armés syriens. Ces versements que Lafarge-Holcim a finalement reconnus il y a une semaine auraient permis à une usine du groupe située dans la région d'Alep de continuer à tourner et auraient indirectement bénéficié à l'organisation État islamique. Mohamed Ali Jr. lance une campagne contre Donald Trump. Le fils du légendaire boxeur américain avait été retenu en février à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, alors qu'il revenait d'un voyage en Jamaïque avec sa mère. Ils avaient été interrogés pendant 2 heures par des agents de l'immigration, peu après le décret anti-immigration justement signé par le président américain. Natacha Milray nous en dit plus. Mohamed Ali Jr., fils du boxeur légendaire, rejoint le combat dans la lutte contre la politique migratoire de Donald Trump. Devant les démocrates du Congrès, il a déclaré avoir été retenu près de 2 heures à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride le mois dernier.
Il revenait de Jamaïque et aurait été interrogé sur sa religion à plusieurs reprises. J'étais assis là depuis 1h45 et là ils me disent « c'est bon, tu peux partir ». J'ai dit quelque chose comme « d'accord, mais pourquoi vous m'avez gardé ?» Ils ont répondu « nous ne faisons que notre travail ». « Ah d'accord, votre travail c'est de retenir les gens et de les questionner sur leur religion ». L'événement s'est produit quelques semaines après la signature du premier décret de l'administration Trump. Décret fermant la frontière aux ressortissants de 7 pays musulmans. Je pense que c'était un contrôle motivé par ma religion et ma couleur de peau. Parce qu'ils se sont dit que j'étais noir, que j'étais musulman. Vous devez être un terroriste. En début de semaine, une seconde version du décret migratoire a été signée par le président suite à une première bataille juridique. L'Irak a été retiré de la liste des pays interdits d'entrée aux États-Unis. Mais le combat continue côté démocrate. Plusieurs États ont d'ores et déjà lancé de nouvelles actions en vue de suspendre ce nouveau décret qui continue, selon eux, de violer les principes constitutionnels. On passe à cette attaque qui s'est produite hier soir à Düsseldorf en Allemagne. Le suspect souffrirait de problèmes mentaux. Un homme de 36 ans originaire d'ex-Yougoslavie a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir agressé des voyageurs à la hache dans la gare centrale de la ville. 7 personnes ont été blessées. Le récit de Raphaël Vivant et Ethan Nagy. Il est près de 21h jeudi soir lorsqu'un homme fait irruption dans la gare de Düsseldorf armé d'une hache. L'assaillant s'en prend alors à des voyageurs. L'attaquant s'est d'abord approché d'une personne dans le train en direction de Kars et l'a frappé avec quelque chose, apparemment une hache. Ensuite, il a blessé 2 autres personnes sur le quai. L'une d'entre elles a été gravement blessée et a dû être emmenée à l'hôpital. Au total, 7 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Le suspect a été arrêté. Un homme de 36 ans, originaire d'ex-Yougoslavie, vivant dans la ville de Wuppertal à une trentaine de kilomètres de Düsseldorf. Selon les autorités, il souffrirait de troubles mentaux. Blessé en sautant d'un pont alors qu'il tentait de fuir, le suspect a dû être transféré dans un hôpital. La police n'a pas pu l'interroger. Les raisons de son acte restent donc inconnues. Après avoir fermé au public, la gare de Düsseldorf a rouvert peu après minuit. La police allemande reste sur le qui-vive en raison de la menace terroriste qui pèse sur le pays, surtout depuis l'attaque au camion bélier de Berlin en décembre dernier, où 12 personnes avaient été tuées. En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a finalement été destituée. 8 juges de la Cour constitutionnelle ont tranché. 3 mois après que les députés ont voté pour sa démission, sa mise en cause dans une affaire de trafic d'influence est lourde de conséquences. La première dirigeante sud-coréenne est contrainte d'interrompre son mandat de 5 ans. Il devait s'achever en février 2018. Axel Simon. Rassemblés en masse, ils font éclater leur joie à l'annonce de la destitution de Park Geun-hye. C'est vraiment un jour historique, je suis bouleversée. Je me souviens de tous ces jours de manifestation, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ils ne sont pas les seuls dans les rues de Séoul. Séparés par d'imposantes forces de police, les partisans de la présidente eux aussi se sont réunis et donnent de la voix, parfois violemment. On n'accepte pas la décision. On va continuer à se battre pour la démocratie. Park Geun-hye est emporté par un vaste scandale de corruption et de trafic d'influence au profit de grands groupes industriels avec sa confidente de l'ombre et complice Choi Soon-sil. Sa destitution lui retire son immunité présidentielle, ce qui l'expose désormais à d'éventuelles poursuites judiciaires. L'actuel Premier ministre assure la présidence par intérim depuis décembre. Il occupera encore pour un temps cette double fonction. Le gouvernement va tout faire pour garantir l'ordre social et mener des politiques nationales en faveur de la stabilité, pour éviter une escalade des tensions à la fois intérieures et internationales. D'après la Constitution, l'élection présidentielle anticipée doit être organisée d'ici 60 jours. Elle pourrait se tenir le 5 mai prochain. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Pour protester contre une grille des salaires qu'ils jugent injuste, les enseignants du technique seront en grève jusqu'au 15 mars, jour de la
prochaine séance plénière du Parlement, annonce faite après leur rencontre ce matin avec le ministre de l'Éducation, dont il salue les prises de position. Poignée de main à Moscou entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. La Syrie est au cœur des discussions. Au menu de cette rencontre, l'offensive prochaine de Raqqa et le très sensible sujet de la place des Kurdes dans l'après-conflit. Son mandat devait s'achever en février 2018. Le Parlement puis les juges constitutionnels ont décidé autrement. Mise en cause dans une affaire d'influence, la présidente sud-coréenne a finalement été destituée. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. ولن نساوم على الحق أو الثوابت.